C'est vrai pourtant que le Royaume-Uni est très en avance par rapport aux autres pays, et évidemment la France, mais on y reviendra largement. Si on regarde les chiffres et qu'on compare les situations européennes, c'est assez net. On ne voit pas ici les chiffres du Royaume-Uni, mais on n'est pas loin du million. Ce qui veut dire que la vaccination de masse, Julien Audoul, ça ne suffit pas non plus à protéger tout un pays. C'est un ensemble de choses. Oui, bien sûr, la vaccination n'est pas la panacée, ce n'est pas l'amulette miracle qui va éradiquer le virus. Il faut quand même rappeler que le confinement, c'est la solution de ceux qui ont tout échoué. Alors évidemment que ça a fonctionné au mois de mars et ça a permis de limiter la propagation du virus. Mais encore une fois, le confinement, c'est le résultat aussi de mesures qui n'ont pas été prises en amont. Et il faut bien admettre, malheureusement, que le gouvernement n'a pas été prêt, n'a pas été bon, a échoué sur les masques, a échoué sur les tests, a échoué sur l'isolement, a échoué sur le premier déconfinement, a échoué sur la réouverture des commerces, a échoué sur tout un tas de mesures, sur la fermeture des frontières aussi. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans la situation britannique quand même. Pas encore, peut-être que ça arrivera. On fait malheureusement parmi les pays qui sont les plus mauvais, que ce soit en termes de mortalité ou en termes de contagion. Donc ce serait évidemment dramatique. Alors, on est quand même très loin de la situation britannique. Ils sont largement de ce point de vue-là devant nous. Mais je crains qu'avec les conséquences des vacances de Noël, des retours des réveillons, que dans quelques jours, quelques semaines, le ministre de la Santé nous annonce la nouvelle que l'on attend, malheureusement. C'est-à-dire que les contagions repartent à la hausse et que l'on est peut-être contraint et forcé de reconfiner. Le pire n'est jamais certain, Marie-Noëlle Lienemann. Le pire n'est pas certain, mais enfin, il paraît assez difficile de concevoir qu'on va être épargné par le virus mutant. Parce que même si on a essayé d'éviter en réagissant assez vite, d'ailleurs dans les relations avec le Royaume-Uni, on voit qu'il est déjà présent et il est à craindre que, vu sa contagiosité, on n'arrive pas à le conjurer uniquement dans l'île. Alors ils sont beaucoup moins bons que nous sur les tests quand même. Est-ce que vous donnez quitus au pouvoir public français d'avoir été plus efficace sur les tests ? Je ne connais pas bien les chiffres, mais ce que je sais, c'est qu'on a mis beaucoup de temps avant de tester et qu'on a certainement pris du retard à l'allumage. Mais il semble quand même qu'à la fin, là, dans les périodes récentes, les gens qui voulaient se faire tester arrivaient à se faire tester et avaient des résultats rapides. Donc de ce point de vue, ça c'est bien. On a d'ailleurs toujours dit que c'était plutôt la stratégie d'isolement connexe au test qui était un problème, plus qu'au bout d'un certain temps, c'était plus le nombre de tests. Non, moi j'ai été un peu étonnée de la stratégie du gouvernement, mais des autorités en général, sur l'école. Parce que... sur le fait qu'on reprenne l'école aujourd'hui. On nous dit la veille de la rentrée, quand vous êtes parents, attention avec le brassage, le nouveau virus, il est à craindre que ça se propage beaucoup plus dans les écoles. Moi, je pense qu'il aurait été plus prudent de dire qu'on confinait pendant une semaine de plus et qu'on retardait les départs de vacances du mois de juillet d'une semaine. Alors, c'est pas ce que disent les pédiatres. On a eu Robert Cohen tout à l'heure qui nous a dit non, pas du tout, il fallait reprendre. Je sais bien que c'est ce qu'ils disent. Moi, je constate que beaucoup de pays européens ont fait l'inverse et je crains qu'on découvre assez rapidement que cette contagion par les enfants, qui était jusqu'à présent limitée, mais qui n'est pas avec le nouveau virus, semble-t-il, puisse accroître la pression qui va déjà être forte après les fêtes. Néanmoins, ce que je crois le plus urgent maintenant, c'est de sortir du cafouillage général sur la vaccination. Alors bien sûr, c'est l'un des sujets qu'on va largement évoquer. Frédéric Descrozaille, on a entendu Lister qui nous a dit au Royaume-Uni, on vaccine déjà avec le vaccin Oxford AstraZeneca, et on sait que ce vaccin, il n'est pas prêt d'arriver en Europe, aux États-Unis non plus d'ailleurs. Il y a des demandes de mise sur le marché qui sont beaucoup plus longues. Moderna n'est toujours pas autorisé alors qu'on attendait une autorisation aujourd'hui. L'Europe dit on va prendre notre temps. Qu'est-ce qui se passe sur cette question-là, sur cette question des autres vaccins? Pourquoi est-ce que l'autorisation n'est toujours pas tombée? Est-ce qu'ils sont dingues au Royaume-Uni? Est-ce qu'ils sont dingues aux États-Unis ou en Israël? Alors que nous, on serait très prudents. Moi, je n'ai pas du tout la compétence pour vous répondre. Est-ce que ça vous agace aussi? Est-ce que vous voudriez comprendre? Non, ce qui m'agace, pour tout vous dire, c'est effectivement les défauts dont a souffert le lancement de la campagne de vaccination. Parce qu'il y a quand même une erreur de jugement. Et je dis ça, je le prends sur moi aussi. Je n'ai pas fait l'effort de communiquer. Je n'ai pas participé moi-même à corriger mais il y a quand même une erreur de jugement sur l'excès de prudence avec lequel ça a été évoqué. Parce que c'est pas... moi, ce soir, je n'ai pas envie de m'adresser à tous les Français qui ont peur du vaccin. Je peux le respecter. Il y a des raisons qui sont absurdes. Il y en a d'autres qui sont
Des doutes. discutable, légitime. Légitime. Bon, je respecte ça. Il y a grosso modo une personne sur 2 qui souhaite se vacciner. C'est à celle-là que je vais m'adresser en disant ce vaccin, il est sain, il est sûr. C'est absolument historique la façon dont la recherche et les témoignages des chercheurs à l'international sont assez extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des échanges d'informations et de connaissances comme jamais, de manière inédite sur ce domaine-là. Donc là, ça a abouti et tout le monde qui veut se faire vacciner se fera vacciner. La vaccination ne sera pas obligatoire, mais elle sera massive, parce que sinon on n'en sortira pas. Donc c'est à cette population-là qu'il faut s'adresser. Et de ce point de vue-là, il y a eu un loupé sur le lancement de la campagne par excès de prudence. Et puis, il y a eu aussi un mal qui est très français, c'est cette logique, cette culture juridique de nos administrations centrales, qui est de tout faire par la règle et par le droit. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, quand j'ai pris connaissance du guide qui a été élaboré, il fait 48 pages, on rentre dans les détails des comités de pilotage, de je ne sais quoi, d'une gouvernance, et à peine si le nombre de réunions par semaine n'est pas précisé. Un directeur d'EHPAD peut s'organiser, il est responsable, il est un manager, et il faut avoir des objectifs édictés par le gouvernement, qui l'ont été, du reste, la stratégie. Parce que quand une stratégie patine, faute d'une bonne mise en place, on dit elle n'est pas bonne. Non, la stratégie, elle est bonne. On commence par le personnel qui sature les hôpitaux, qui est la jauge qu'on surveille. Donc on commence par les gens qui sont en EHPAD. Ça sera sur le mois de janvier, 2,5 millions de doses pour 1 million de personnes à vacciner. Il faut effectivement que ça s'accélère. C'est-à-dire que, voilà, pour en venir et cette stratégie, j'y crois. C'est-à-dire qu'on commence par les EHPAD, ensuite les personnes âgées, 75-65 ans, les personnes à risque de plus de 50 ans, et ensuite une vaccination générale au printemps. Pas si fréquent d'entendre un de vos collègues de la majorité, Robin Reda, dire oui, effectivement, il y a des erreurs qui ont été commises, sans langue de bois ce soir. Oui, et tant mieux qu'il y ait cette lucidité, parce qu'il y a plusieurs semaines, je me souviens, sur ce plateau, on avait une discussion sur la stratégie vaccinale, et le représentant ou la représentante, je ne sais plus, de la majorité qui était avec nous sur le plateau, disait « mais on a tout prévu, cette fois-ci on ne se fera pas avoir ». Et franchement, naïvement, moi je pensais que le gouvernement, après le fiasco des masques et des tests, qu'on répète à l'envi, mais qui est réel, ne tomberait pas dans le panneau du fiasco des vaccins à cause d'une suradministration. Et la réalité, vous dites les tests se sont bien passés, c'est que ça s'est bien passé parce que les collectivités territoriales se sont mobilisées, les régions, les départements, les maires. Et pour la vaccination, c'est pareil, il faut décentraliser, il faut s'appuyer sur les régions qui sont prêtes à mettre leur logistique, justement leur expérience de l'opérationnel, sur les maires qui ont appelé à une vaccination en appui des communes qui sont prêtes à mettre à disposition leur mairie, leur salle communale pour faire des vaccinodromes. Et tout cela, aujourd'hui, on a l'impression que ça n'est pas entendu, que les élus locaux qui sont de bonne volonté et qui sont prêts à mettre leur logistique et leur expérience au service de la campagne de vaccination ne sont pas entendus par un gouvernement qui, justement, est prisonnier de cette suradministration et de ce sauve qui peut, de ce protège qui peut, en réalité, qui gangrène un peu les bureaucraties Les élus françaises. locaux qui sont en train de s'emparer des choses, effectivement, c'est l'un des sujets qu'on va aborder dans quelques instants sur cette question de la vaccination. La France a-t-elle enfin changé de braquet? Vous entendrez Olivier Véran qui était tout à l'heure à l'hôpital Hôtel-Dieu et qui a fait des annonces. À tout de suite. Le débat politique du Grand Soir, toujours avec Julien Audoul pour le Rassemblement National, Frédéric Descrozaille pour La République En Marche, Marie-Noëlle Lienemann, la gauche républicaine et socialiste, et Robin Reda, député libre de l'Essonne, qui sont donc sur ce plateau pour revenir sur les annonces du jour, notamment sur la politique vaccinale, parce qu'Olivier Véran a fait tout à l'heure une visite à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. Si on l'écoute, la France serait enfin passée à la vitesse supérieure. Écoutez. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous aurons réalisé plusieurs milliers de vaccinations dans tout le pays. Ça va monter en puissance et ça montera encore plus en puissance à partir de mercredi, jeudi, vendredi, la fin de semaine. D'ici demain soir et mercredi, nous multiplions par 4 le nombre de centres, ce qui fait qu'il y aura une centaine d'hôpitaux qui offriront la vaccination à leurs soignants ainsi qu'aux soignants de ville. Ça va mieux, Julien Audoul? Ça y est, c'est parti? Bon, il y a une vérité, c'est que quand on est au point mort, quand on passe la première, ça avance. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est pas bon pour aller sur l'autoroute. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même affligeant, qu'on est la risée du monde. Mais ça va pas mieux? Est-ce que le tir est corrigé? C'est ça la question qu'on se pose ce soir. Sincèrement, j'espère que ça va aller mieux. J'espère que ça va aller mieux. Vous avez entendu Frédéric Descrozaille qui dit oui, c'est vrai. J'espère que ça va aller mieux pour mon erreurs. pays et son image, parce que très sincèrement, c'est assez dramatique. Et pour reprendre encore une fois une expression du formidable Thierry Lhermitte dans Le Dîner de cons, c'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Et c'est vrai qu'avec ces stratèges-là, depuis le début de la crise sanitaire, tout ce qui touche, ils le ratent. Voilà. On a eu
les masques, on a eu les tests, on a eu l'isolement, on a eu le déconfinement. Tout ce qu'ils essayent d'entreprendre, tout ce qu'ils essayent d'imposer aux Français, ils le ratent et ils ratent la campagne de vaccination. Vous leur donnez une deuxième chance. Mais, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est eux qui nous gouvernent. Donc encore une fois, c'est à eux de prendre les responsabilités, c'est à eux de faire les bons choix. Moi, je tiens juste à rappeler un chiffre à titre de comparaison, qu'en une semaine, le gouvernement a vacciné autant de personnes que l'Allemagne en 30 minutes. C'est quand même gravissime. Romain Reda, Non, mais ça va mieux? Non, ça va pas mieux. Parce que la réalité, c'est que là, on est en train de parler de la vaccination de ceux qui nous vaccinent, des soignants, de ceux qui nous soignent. Tout cela, moi, j'ose espérer qu'ils auraient pu être vaccinés avant Noël, avant qu'on démarre une vraie campagne de vaccination pour ceux qui le souhaitent. Parce que c'est ça, Frédéric Descrozaille disait tout à l'heure, il faut qu'on s'adresse aux Français qui souhaitent la vaccination. Ben, moi, je pense que tous ceux qui veulent être vaccinés doivent pouvoir être vaccinés près de chez eux, dans des hôpitaux, Sans tenir compte de l'âge, de la comorbidité, on ouvre grand les en vannes. priorisant et notamment en faisant en sorte de faire attention aux plus âgés, à ceux qui ont des facteurs de comorbidité et qui doivent être vaccinés en priorité. Mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir une politique vaccinale envers tous ceux qui le souhaitent. Et c'est loin d'être le cas. Frédéric Descrozaille. Je rappelle que ça sera le cas, mais qu'il y a effectivement cet ordre que vous vous rappeliez là qu'à l'instant. C'est-à-dire qu'on commence par ceux qui... Mais est-ce qu'il faut changer l'ordre? Le mot est malheureux. Ce qu'il faut dire, si Non. vous voulez vous faire vacciner, Non. venez, et puis c'est tout. Depuis le début, qu'est-ce qui nous coûte une fortune socialement et économiquement? C'est les confinements, c'est la fermeture des commerces, c'est quand on n'envoie plus les enfants à l'école, c'est ça qui est une catastrophe, c'est un désastre. Ça. Donc pourquoi? Parce qu'on ne veut pas encombrer, avec des courbes, comme vous disiez tout à l'heure, qui vont comme ça, les systèmes de réanimation, et puis c'est là qu'il y a les morts. Ben, qui va en système de réanimation? Les personnes fragiles. Les personnes les fragiles, c'est-à-dire, vous avez 30% des morts qui sont en fait personnels des EHPAD, c'est-à-dire 1% de la population. Donc on commence par eux. Parce que quand on Pas les aura moins la personnels, crainte... les pensionnaires d'encombrer- des EHPAD. Quand on aura moins la crainte de saturer le système de santé, il y aura moins la hantise d'un troisième confinement et de ces mesures qui sont catastrophiques. Donc on commence par le personnel, par les personnes qui peuvent saturer les équipements de santé que nous avons. Et puis d'ici le printemps, il y aura cette vaccination massive avec un autre Pas d'ici vaccin. le printemps, Je voudrais après simplement le ajouter, printemps. Monsieur Oudou, Après je ne le sais pas ce que printemps. vous avez exercé comme responsabilité dans la vie, parce que on se connaît sans se connaître. Et éminente. Mais Éminente. parce qu'il y a quand même, j'ai pas beaucoup d'expérience politique, mais un truc que j'ai quand même compris, c'est que de tout ramener aux membres du gouvernement et de faire croire, de continuer à faire croire que tout émane d'un ministre, c'est de la mais qui science-fiction. gouverne en France? C'est-à-dire que Qui gouverne en non, mais France? écoutez-moi, c'est ce que j'ai compris. C'est pas le conseil c'est que- scientifique, c'est pas le conseil de défense. S'il vous plaît. Il y a un laissez-moi président aller au qui bout. préside Laissez-moi normalement, aller il y a au un bout. gouvernement qui gouverne normalement. Je pense C'est comme ça qu'il que va ça falloir fonctionne dans passer. un cabinet Je public. pense qu'il va falloir passer par la loi pour que la culture de l'action publique, la culture juridique de l'action publique change. L'exécutif, ça n'est pas vrai qu'un ministre, tout vient de lui. Ça n'est pas vrai que c'est lui qui a écrit tout ce qu'il signe. Ça n'est pas vrai que c'est lui qui va régler. Et en plus de ça, c'est d'autant moins vrai que je C'est vrai, pense quelquefois, il ne regarde que pas la tout ce qu'il plupart signe. des Ça, c'est vrai. administrations qui sont sous la responsabilité des ministres, justement, les prennent à partie pour leur faire signer et assumer tout un tas de niveaux de détails dans lesquels se perd le pouvoir central, et nous-mêmes en tant que parlementaires, C'est quand même un problème. parce que nous votons. C'est quand même un lois problème qui ce que vont vous nous dites. Oui, c'est un sûr, problème bien sûr. énorme, tout à fait. C'est un problème de culture de l'action Ça a française bon en dos de se France. défausser C'est-à-dire sur que l'administration. pour Très que l'action sincèrement, française ça a soit bon plus dos de se défausser décentralisée. sur l'administration, comme ça a bon dos aussi au président de la République de se défausser sur son gouvernement, comme si on était en période de cohabitation. On a un président de la République qui tend son ministre de la Santé lors de ses vœux, qui tend ce gouvernement et qui râle parce que la campagne ne va pas assez vite. Mais attendez, Oui. il est où le président de la République? Mais attendez, C'est pas lui qui a été élu par les Français, c'est pas son gouvernement? Qu'il y ait eu des erreurs et qu'il y ait des responsabilités à exercer, c'est certain. Et là, quand effectivement, le président de la République s'est exprimé, il y a eu cette phrase qu'il a lâchée au moment des vœux sur « je ne laisserai pas une lenteur s'installer pour de mauvaises raisons ou pour de raisons inutilement ». Et ça a été, effectivement, on peut le concevoir comme un recadrage. Bon, mais donc ça, cette responsabilité-là, heureusement, qui est exercée, n'empêche qu'on se heurte en France, et ça fait des années que ça dure. C'est pas une question de couleur politique, à un pouvoir central qui pense trop au niveau de détail Marie-Noëlle pour Lienemann, tout le territoire. Il y a le docteur Marty qui vous écoute Alors, avec moi, je attention et qu'on retrouvera dans quelques instants. Je voudrais Marie-Noëlle d'abord dire que c'est inacceptable qu'on en soit à ce niveau-là. Et deuxièmement, la stratégie de vaccination est une stratégie au long cours dans laquelle il faut que les Français y voient clair sur quelle va être la réalité des doses qu'on va avoir, la manière dont on va les développer, être sûr qu'on va prioritairement vers ceux qui en ont besoin et qu'on aille vite vers le plus de Français qui le souhaitent, qui soient vaccinés. Première constatation, Ouais. il n'y a quand même pas besoin d'être polytechnicien, ou justement, il ne faut pas être polytechnicien, pour avoir dit qu'à partir du moment où on allait commencer par les EHPAD et qu'on voulait le consentement,
Au lieu d'attendre 3 semaines pour faire un protocole de comment truc, de demander à chaque directeur d'EHPAD, avec les médecins coordonnateurs des EHPAD, de demander aux résidents, qui sont 760 millions, 760 000, leur demander qui est volontaire pour être vacciné. Ensuite, une fois qu'on sait déjà que tous ceux-là, ils sont volontaires, c'était pas difficile d'aller programmer des dates réparties par EHPAD pour dire la vaccination, les doses arriveront chez vous à peu près à telle date. Donc les médecins qui doivent vérifier si les gens sont aptes ou pas à avoir le truc passeront avant. C'est comme pas besoin d'être polytechnicien pour faire ça. Et donc, deuxième chose, nous ne savons pas, alors moi on a un désaccord avec M. Descrozaille là-dessus, moi je ne sais pas quelle est l'arrivée des doses de vaccins, quand je dis je, c'est le Parlement, n'a pas été informé précisément sur quelles sont les doses de vaccins qui sont censés arriver en France, quel type de vaccin, par quel labo, parce que si on a commandé du Sanofi à fond de la caisse et qu'il n'est pas prêt, il ne faut pas trop en compter. Il y a évidemment du Pfizer qui a été commandé, du Moderna. Ça n'est pas neutre, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Comme on n'arrive pas dans les EHPAD, on dit, on passe tout de suite à la phase 2, on met les soignants. Youpi, il n'y a pas de raison d'attendre. Et moi, je pose d'ailleurs la question des personnes âgées en ville, car il y a beaucoup de décès de personnes âgées non en EHPAD qui meurent du Covid. Alors normalement, eux, ils pourront l'avoir début février à peu près. Voilà, et donc, ce que je veux savoir, c'est que quelles sont les doses qui vont arriver et quel est le changement de méthode qui doit être fait. C'est pas tant la stratégie qui avait été fixée de commencer par les plus vulnérables qui était négative, c'est la mise en œuvre de cela. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que la haute administration française de la santé, comme d'ailleurs une large partie, a cannibalisé l'État. Avec des libéraux qui ont en plus rajouté dans le discrédit qui est fait, et on a un État dans un état de délabrement qu'il est temps d'avoir le sursaut L'État qui a fixé quand même des objectifs de vaccination avec le nombre de doses, etc. Le seul problème, c'est qu'on se demande aujourd'hui si ces objectifs peuvent être tenus. Alors, on a fait les comptes, c'est Nivine Potros qui a sorti la calculette. Bonsoir Nivine, dites-nous exactement quels sont les objectifs, est-ce qu'ils sont atteignables, oui ou non, d'après vos calculs? Eh bien, a priori, c'est plutôt mal parti. Je vais vous rappeler les chiffres. Officiellement, 516 Français ont été vaccinés. Vous l'avez entendu, il serait plusieurs milliers selon Olivier Véran. Quand on compare à nos voisins, c'est extrêmement faible. Vous allez voir, 265 quasiment vaccinés en Allemagne, 118 000 en Italie. Et le gouvernement, il s'était fixé un premier objectif, c'est de vacciner 1 million de personnes d'ici la fin du mois de janvier. On a fait les calculs, effectivement, il reste 27 jours précisément. Et pour rattraper ce retard, eh bien, il faudrait, à partir d'aujourd'hui, réussir à vacciner quasiment 37 000 personnes par jour. On est très loin du compte avec nos 516 vaccinés. Ça, c'est pour la première phase de vaccination. Mais à terme, eh bien, le gouvernement il s'était fixé un second objectif, vacciner 15 millions de Français d'ici la fin du mois de juin. Et là aussi, ça semble très ambitieux. Il reste 25 semaines avant l'été. Pour espérer atteindre cet objectif, eh bien, il faudrait vacciner 600 000 personnes par semaine. Or, le problème, c'est que pour le moment, on reçoit 500 000 doses par semaine. Ça risque d'être extrêmement compliqué, d'autant plus qu'il faut 2 doses par personne pour pouvoir se faire vacciner. Alors, tout n'est pas perdu pour autant. D'abord, il y a le vaccin de Moderna qui pourrait arriver sur le marché, obtenir son autorisation mercredi. Ça ferait donc 2 nouvelles doses, 2 nouvelles personnes à vacciner. Et puis, rappelez-vous, sur la stratégie des tests, on avait pris énormément de retard au début par rapport à nos voisins allemands. Et puis, finalement, on avait réussi à tester jusqu'à 1 million de personnes. Théoriquement, cette montée en puissance sur la vaccination, elle pourrait être possible comme elle a été possible sur les tests. Et on espère évidemment que ça se produise comme ça. Merci beaucoup, Nivine Potros. Vous pouvez ranger la calculette. Le docteur Marty est avec nous. Jérôme Marty, qui est médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Bonsoir, docteur. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous avez entendu ces chiffres. Est-ce que d'après vous, avec les annonces d'Olivier Véran tout à l'heure, on s'est mis quand même aux positions, sinon de les atteindre, ces objectifs, du moins de s'en rapprocher ou pas? Ça paraît difficile. Ce qui est certain, c'est que si la France était seule à être frappée, on ne serait pas dans le scandale, puisque globalement, on suit le calendrier qui avait été défini. Le problème, c'est que c'est une pandémie. Le problème, c'est que ça touche tous les pays de la Terre. Et donc, le problème, c'est qu'on peut se comparer aux autres. Et quand on se compare aux autres, vous l'avez dit dans votre reportage, on est bon dernier. Alors, est-ce qu'on va avoir le temps d'accélérer? Toute la question est là. J'entendais dans votre séquence précédente
que l'on disait que les généralistes n'étaient pas performants et qu'il fallait sans doute mettre d'autres métiers à leur côté. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas un seul généraliste qui a vacciné dans ce pays, puisque de vaccins, nous n'en avons pas. Donc je crois que ce qu'il faut surtout, c'est que l'on arrive à distribuer ces vaccins, qu'on les distribue vite et qu'on arrête d'ergoter. On doit vacciner dans les EHPAD, mais encore faut-il que les EHPAD reçoivent les vaccins. Pour l'instant, on a 100 centres, Olivier Véran vous l'a dit, 100 centres qui vont vacciner des soignants de plus de 50 ans. On peut se demander pourquoi. Moi, je prône le fait qu'on vaccine tous les soignants, parce qu'une aide-soignante de 20 ans peut très bien contaminer des patients au sein d'une EHPAD, comme un soignant de 50 ans. Donc, il faut vacciner en urgence tous les soignants, et puis distribuer le plus rapidement possible les vaccins dans les EHPAD pour que nous puissions faire notre boulot, faire le job et vacciner un maximum de personnes âgées à risque. Est-ce que vous demandez aussi, docteur Marty, à pouvoir vacciner dans les officines des médecins directement, en médecine de ville, chez les personnes fragiles et les personnes âgées qui ne sont pas en EHPAD? Non, ce qu'il faut, c'est qu'on transforme, et c'est en cours, on va le faire. Moi, si je prends l'exemple de la Haute-Garonne, par exemple, on a 26 centres Covid qui sont déjà prêts, qui sont l'arme au pied pour vacciner. Vous savez que ces vaccins sont des multidoses, ce qui veut dire que quand vous ouvrez un flacon, il faut vacciner 5 personnes. Ce qui est difficile à faire dans un cabinet de médecin. Donc, ce qu'il faut, c'est regrouper, faire des centres locaux, les centres Covid, où les médecins se succèdent, où il n'y a que de la vaccination qui est pratiquée. Parce que je vous rappelle que pendant la vaccination, les soins continuent, les soins que l'on fait tous les jours aux autres patients continuent. Donc, il faut qu'on puisse faire, en quelque sorte, des centres spécialisés dans la vaccination, où nous allons nous succéder pour vacciner comme nous l'avons fait pour soigner les patients atteints du Covid, et puis, de l'autre côté, des médecins qui continueront à exercer dans leur cabinet. Frédéric Descrozaille, je voudrais vous dire un mot, docteur Marty. Non, je voulais juste rappeler, mais je sais que vous le savez, mais ça n'a pas été dit sur le plateau et c'est important, y compris sur les chiffres qui ont été rappelés, que le vaccin ARN, nouvelle technologie, c'est pour ça que ça a été le premier d'ailleurs, qui est Pfizer, celui pour lequel on attend 2,5 millions de doses d'ici la fin du mois de janvier, pour lequel il faut 2 doses pour vacciner 1 million de personnes, principalement en EHPAD. Ce vaccin présente des contraintes techniques, sanitaires, infernales. C'est-à-dire que la température à laquelle il est stocké et les conditions dans lesquelles il doit être administré sont telles qu'on ne peut pas aller aussi vite. On ne peut pas comparer le rythme auquel il faut aller d'ici fin janvier. Je ne suis pas là pour excuser le démarrage tout à l'heure. Non, mais ça ira de toute façon plus facilement avec effectivement les autres vaccins. Il y en a 5 qui ont été commandés. On ne sait pas lesquels vont avoir une autorisation de mise en marché. Mais la vaccination massive qui doit avoir lieu au printemps ne sera pas du tout dans les mêmes conditions que Pfizer, qui est techniquement très très lourd et très compliqué à gérer. Je voulais juste rappeler ça. Et également vous dire, vous avez dit, je serais favorable à ce que tous les soignants soient vaccinés. C'est les plus de 50 ans avec cas de comorbidité, je crois, sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas si une personne vaccinée est contaminante ou pas. C'est-à-dire que l'enjeu du vaccin, ce n'est pas de stopper la contagion à ce stade. C'est juste de limiter le nombre de personnes qui peuvent développer un cas grave. Docteur Marty. Oui, mais sauf que, si vous voulez, d'abord, les nouvelles qu'on a sur le vaccin, en particulier, je crois, sur Moderna, sont assez rassurantes et montrent que la contamination serait quand même diminuée. Mais surtout, je vous rappelle que dans les EHPAD, cette maladie a été profondément nosocomiale, profondément transmise par les soignants à leur corps défendant. Donc, il faut, si l'on veut protéger les personnes âgées, si l'on veut protéger nos patients fragiles, il faut impérativement vacciner tous les soignants et puis il faut aussi les vacciner pour les empêcher d'être sortis du soin parce qu'ils seraient en arrêt de travail parce que malades. Donc il faut éviter cela. On risque d'avoir malheureusement une troisième vague assez importante. On le sait après les fêtes et puis on le sait parce que malheureusement sur le territoire, nous avons le variant anglais et le variant sud-africain qui ont déjà été détectés et dont on peut penser qu'ils vont fortement accélérer et prendre progressivement la place du virus habituel que nous avions. Donc il faut que l'on protège nos patients en protégeant nos soignants. Est-ce qu'il faut, docteur Marty, renoncer à la consultation préliminaire qui est très décriée pour accélérer les choses? C'est évident qu'il faut l'aménager. Il faut l'aménager. On ne peut pas continuer à se dire qu'il y a un délai de rétractation, qu'il y a... Alors, il n'y en a plus. Hein. Il n'y a jamais eu. Ça a été enlevé. Il n'y a jamais eu. C'était une confusion sur les 5 jours. Pardon ? Il n'y a plus cette histoire de délai. C'était il y a 15 jours. Non, mais par contre, vous le savez, vous avez le Comité national d'éthique qui demande à ce qu'il y ait un délai de rétractation. Oui, les gens qui sont d'accord, encore une fois, on doit être en capacité dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, de recenser les personnes qui sont d'accord avec la vaccination, qui sont d'accord pour se faire vacciner et aller beaucoup plus rapidement pour vacciner
ces personnes-là. Pour le reste, pour ceux qui sont dans le doute, et il est normal d'être dans le doute, pour cela, il faut qu'on les rencontre, qu'on discute avec elles et que, brique à brique, on fasse tomber ce doute. Ouais, plutôt que de traiter tout le monde de la même façon, c'est ça que vous nous dites, quoi. Il faut un traitement différent entre ceux qui... Voilà. Il faut de la souplesse. Il faut de la souplesse. Si on veut s'appuyer sur la médecine libérale, et quand je dis médecine libérale, comprendre médecins, pharmaciens, infirmières, tout le monde, nous sommes des professions qui ont une grande souplesse et une grande réactivité. Si on nous met dans un carcan administratif, avec des guidelines, comme on a pu le voir, de 62 pages, avec des cliquets de protection à tous les étages, avec des sites sur lesquels il faut tracer toutes nos actions, sites qui plantent à tour de bras, on va dégoûter la profession parce que nous n'avons pas le temps de prendre 45 minutes à 1 heure pour faire un vaccin, qui est un geste que nous faisons des milliers de fois par an et qui doit prendre 5 minutes. Merci beaucoup, Dr Marty, pour avoir été ce soir avec nous en direct. On a entendu votre appel à ce qui est des centres, hein, et on pense évidemment à la fameuse question des vaccinodromes. Et c'est vrai que depuis le début, le gouvernement dit un peu tout et son contraire là-dessus. Encore d'ailleurs tout à l'heure, Olivier Véran. Alors on sait qu'il va y avoir des centres, hein, dans quelques semaines, mais Olivier Véran quand même continue à récuser ce terme de vaccinodrome. Écoutez. Vous savez, en France, nous avons fait le choix de vacciner d'abord les personnes âgées très fragiles chez elles, dans leur lieu de résidence, dans les EHPAD, les soignants dans leur maison, que sont les hôpitaux et les centres de vaccination à destination de la ville. On va beaucoup s'appuyer sur la médecine de ville. Et nous voulons avoir de la vaccination de proximité. Et lorsque vous me parliez tout à l'heure de la relation avec les élus, j'ai déjà demandé aux élus d'identifier des structures dans lesquelles nous pourrions travailler avec eux pour y rassembler des médecins, des infirmières. Je ne suis pas du tout certain que ça doit prendre, c'est mon opinion, la forme de grands stades dans lesquels viendraient faire la queue des milliers de personnes en plein hiver. Voilà, on a un petit peu de mal à comprendre. Il faut des centres, de quelle taille, on ne sait pas très bien. Bref, ça pose aussi la question des élus locaux. Romain, c'est un appel de l'ensemble des maires, hein, qui est des gymnases comme ça, qui soient sélectionnés. Est-ce qu'on est en train de revenir à ce qui s'était passé en 2009 avec H1N1, des vaccinodromes, quoi, qui ne disent pas forcément leur nom? D'abord, je pense qu'on n'est pas dans la même situation. Aujourd'hui, il y a une attente forte parce que l'épidémie, on a vu ce qu'elle a produit et on a vu combien elle a été mortelle tout au long de l'année 2020. Et donc, il y a une vraie attente d'éteindre ce virus et de le combattre collectivement. Ensuite, vaccinodrome, ça ne veut pas dire des grands stades ou des immenses gymnases. Ça veut dire des centres en proximité, gérés le plus possible en bonne intelligence avec les élus locaux, départements, maires, régions, et qui permettent à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent d'aller se faire vacciner près de chez eux. Enfin, moi, ce qui me frappe quand même, c'est l'immense régression dans notre pays sur le plan sanitaire, sur le plan juridique, sur le plan moral. On n'est plus capable d'avoir des congélateurs pour garder un vaccin. On n'est plus capable de donner confiance dans la vaccination et d'organiser des centres de proximité. On a un État qui est impotent, lourd et qu'on sent incapable d'organiser les choses. Et on a le sentiment qu'il y a 30 ou 40 ans, ça aurait été plus facile, alors qu'on a une administration encore plus performante, une médecine de pointe. Plus pléthorique, plus performante, ça, pour l'instant, on n'en a pas vraiment la preuve. Quand même, il y a... Pardon, mais il y a quand même des esprits a priori brillants qui dirigent le ministère de la Santé. Le ministre lui-même, qui est médecin, qui est diplômé dans le domaine de la santé, etc., et qui devrait, à mon avis, faire preuve d'une intelligence pratique. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on a un peu amorcé dans la phrase qu'on a entendue. Parce que voient les Français. Je rappelle que dès le 10 décembre dernier, Marine Le Pen avait demandé qu'on sollicite l'armée et les entreprises privées, justement, pour accélérer et préparer cette vaccination. Ça n'a pas été, évidemment, le choix du gouvernement. Au-delà du retard considérable, il y a peut-être un scandale qui va arriver, celui des doses perdues. C'est-à-dire que sur les 2 millions de doses qui ont été commandées, il y aurait entre 20 à 30% de doses qui seraient bonnes donc, à mettre à la poubelle pour des problèmes logistiques, parce que le gouvernement n'aurait pas anticiper et préparer la date du 27 décembre comme début de vaccination. Donc ce qui est assez dramatique. Et encore une fois, moi je veux bien qu'on déresponsabilise le ministre Véran, mais c'est le ministre de l'embrouille et des mensonges. Il nous avait fait le coup pour les tests, avec 700 000 tests hebdomadaires. En fait, on était à 300 000. Là, monsieur nous dit, on est à plusieurs milliers de personnes qui se font vacciner, alors qu'on est à 500. On ne sait pas trop, il ne veut pas employer le terme de vaccinodrome. On ne sait rien avec ce gouvernement. Bien on dirait qu'il a peur de tout. On dirait qu'il a... excessif, vous égarez là. Je suis agacé parce qu'on est la 6e puissance du monde, vous voyez. On est aussi la première puissance fiscale. Et il y a des Français qui voient ça, ils se disent, mais pourquoi on paye des impôts en France finalement ? Pourquoi on paye des impôts avec un gouvernement pareil, avec une administration pareille, et avec aujourd'hui une efficacité qui est affligeante ? Parce que dans cette histoire, il y a un principe qui est totalement bafoué, principe de liberté. La liberté des personnes qui veulent se faire vacciner, qui ne le peuvent pas aujourd'hui. Une personne qui veut aujourd'hui en France se faire vacciner ne sait pas où et quand. Et une personne aussi
qui a des doutes, qui a des craintes légitimes et qui ne veut pas se faire vacciner et qui veut pouvoir vivre librement sans vaccin. Ça aussi, il y a un doute. Et on l'a vu notamment avec ce dernier projet de loi où vous vouliez réduire un certain nombre de libertés. Alors, mélangeons pas tout, si vous le voulez bien. Arrêtons-nous sur l'un des organismes, je ne sais pas bien comment dire, qui va juger de la politique vaccinale du gouvernement. C'est un comité citoyen que le président a souhaité mettre en place. Le tirage au sort, parce que c'est là-dessus que c'est basé, a commencé aujourd'hui. Nivine Potros, expliquez-nous quelle est la procédure, comment ça se passe. Alors, c'est en fait le Conseil économique, social et environnemental qui va procéder à un tirage au sort pour sélectionner 35 Français représentatifs de la population, 30 personnes plus 5 suppléants. Ils vont être choisis en fonction de leur âge, de leur genre, mais également de leur région, leur niveau d'études ou même leur type d'habitation, mais aussi sur leur position sur le vaccin. On va leur poser la question suivante. Avez-vous l'intention de vous faire vacciner dans l'année 2021 contre le Covid-19 ? La réponse va être classée sur une échelle de 1 à 5. Et le but, c'est d'avoir dans ce collectif citoyen des personnes qui sont pour et d'autres qui sont contre la vaccination. Et leur mission à ce collectif citoyen, sera de remonter les peurs, les résistances et des questions éthiques que peut susciter la vaccination selon la lettre de mission qui a été rédigée par le Premier ministre. Ils travailleront avec Alain Fischer, qui est le monsieur vaccination du gouvernement. Et ces membres de ce comité seront sélectionnés d'ici dimanche. Les travaux commenceront le 16 janvier. Merci beaucoup, Nivine. Quelle est la réaction de la parlementaire que vous êtes, Marie-Noëlle Lienemann ? Est-ce que ce n'est pas aux parlementaires de faire ça ? Non, non, je pense qu'ils ont des choses plus sérieuses à faire que ce qu'on leur demande là. Parce que là, ils sont en train de dire comment... c'est quand même une chose sérieuse de secondes. Contrôler la politique vaccinale de la France. Ils ne vont pas contrôler la vaccination. Ils ne vont rien contrôler. C'est d'ailleurs toute l'ambiguïté de ce comité-là, qui ne peut pas nuire. Ça ne peut pas nuire qu'il y ait 35 Français qui accompagnent, qui au mois de juillet vont nous dire ce qu'ils pensent de tout ça. Ce qui est positif. Mais enfin, qui ne règle aucun des problèmes aujourd'hui. En revanche, je considère que le Parlement est maltraité dans cette affaire. Et le fait qu'on n'associe pas le Parlement est un des éléments de fragilité dans la mise en œuvre. Parce que, à partir du moment où on fait délibérer le Parlement sur les grandes statistiques, du genre, est-ce qu'on commence par les EHPAD et les plus fragiles ou non ? Évidemment, la réponse est oui. Sauf que, qu'est-ce qu'un Parlement doit faire ? C'est qu'on lui explique combien on a commandé de doses, où ils sont, comment on organise la logistique, quels sont les acteurs qu'on met en mouvement. Bref, le Parlement, il veut savoir si la politique publique qui se met en œuvre est efficace. Or ça, on n'a ni donné, ni consultation, ni rendez-vous qui ont été pris. Et ça fragilise de la même manière que ce qui se passe avec les élus locaux. Donc moi, je suis pour les conventions citoyennes, mais ce n'est pas le cas, parce que là, il ne s'agit pas de coproduire des propositions à partir d'une réalité. Mais vous êtes pour le tirage au sort. Pour vous, ce n'est pas une notion qui vous choque, quoi. Non, mais de toute façon, ils tirent au sort pour aller donner leur avis sur ça va donner quoi ? C'est rien du tout. Ça n'est ni des contraintes, ni des prescriptions de politique publique. C'est du commentaire, j'allais dire, partagé sur l'état de la situation. Ça a été très, très moqué sur les réseaux sociaux parce que tout le monde se dit, on n'a qu'à, c'est vrai, faire des tirages au sort avec 35 personnes pour un petit peu tout. Par exemple, notre ami Claude Veil qui dit, j'ai demandé à 35 copains à tirer au sort, ils seront tous estimés que c'était une connerie. Voilà, il y en a pas mal. Ici, ce tweet qui dit, c'est pas bête, moi je vais tirer mes 35 prochains mecs au sort parce que quand c'est moi qui les choisis, c'est du grand n'importe quoi. Ça a été un festival comme ça toute la journée. Tout ça est évidemment tourné un peu au ridicule. Je propose, puisque c'est la saison 35 fèves serait partie en France pour désigner lors de la prochaine épiphanie le 6 les membres du prochain comité citoyen. Franchement, Frédéric Descrozaille, est-ce que vous défendez ça ou pas ? Vous qui avez reconnu ce soir des erreurs et qui avez un regard critique sur cette politique. Tout est dit. Je voudrais reprendre ce que disait à l'instant Marie-Noëlle Lienemann, parce que s'agissant de la mission constitutionnelle de contrôle par le Parlement de l'action publique, effectivement, je pense qu'on n'est vraiment pas bon. Ça ne m'étonne pas que ce soit une sénatrice qui le dise, parce que le Sénat est meilleur que l'Assemblée nationale sur cette question. Et là, il y a un vrai sujet. Ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure à propos de la relation entre l'exécutif et le législatif. C'est des sujets qui sont profonds et graves. Donc, indépendamment de ça, sur la question des vaccins, la résistance à la vaccination et les arguments qu'on peut trouver, je peux admettre qu'au niveau du Parlement, on n'est pas bon. C'est-à-dire que je ne connais pas de parlementaires, je n'ai pas de collègues
qui soit un anti-vaccin au motif que ce qu'on peut trouver de fantaisisme et de complotisme. Bon. Donc, qu'il y ait un comité Théodule pour que cette résistance française, un peu atypique et triste, soit représentée. Et puis, vous dites pourquoi pas. Voilà, je me dis pourquoi pas. Alors, ça va certainement pas être ce comité qui va contrôler l'action publique et faire les recommandations de politique publique. On en sourit, mais évidemment, derrière tout ça, il y a des drames, des drames sanitaires, des drames humains, des drames économiques aussi. Et on pense notamment aux restaurateurs, parce que depuis aujourd'hui, au gouvernement, plus grand monde ne fait mystère que la date du 20 janvier. Ça ne sera pas la date de la réouverture des restaurants. Ça devrait être confirmé dans la semaine. Et c'est évidemment dramatique. Philippe Etchebest est avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Inlassable combattant pour tenter de provoquer cette réouverture des restaurants. Est-ce que vous dites maintenant, moi j'y crois plus du tout, et surtout est-ce que vous regrettez ce côté un peu supplice chinois qui est de vous donner à chaque fois des dates auxquelles finalement le gouvernement ne se tient pas? Oui, c'est vrai que c'est à chaque fois dur à entendre. Hein. Il y a un effet yo-yo qui est constant. On a besoin de savoir de manière claire quand est-ce qu'on pourra rouvrir. Mais moi, je vais vous dire un truc, je suis absolument pas surpris qu'on ne soit pas ouvert le 20. Hein. Ça fait des semaines que je dis qu'on ne sera pas ouvert de toute façon et qu'au vu des décisions prises, qui à mon avis manquent cruellement de logique et de bon sens, on va vers une fermeture qui risque d'être prolongée encore pendant plusieurs mois. À quelle décision faites-vous allusion? Mais les décisions, si vous voulez, de mettre en avant constamment les vacances. Vous voyez, pendant les fêtes, on sait pertinemment que la grande majorité des clusters sont dans les foyers. On a privilégié ça quelque part. Et forcément, nous, aujourd'hui, restaurateurs et d'autres commerces vont subir les conséquences de tout ça. On va vers une augmentation de l'épidémie qui est évidente après les fêtes. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ait à choisir entre la santé et l'économie. Moi, je pense qu'il aurait fallu, et une fois de plus, je ne suis pas médecin, moi je suis juste un restaurateur, mais j'essaie d'être logique quand même. Et je me dis qu'il aurait fallu quand même préserver justement nos aînés, faire attention à eux, les protéger, pour que la propagation ne se fasse pas de manière aussi évidente, quoi, et aussi brutale. La transmission, elle se fait à travers les enfants aussi, on le sait tout ça, et en faisant les fêtes, en faisant Noël, ben voilà, c'est sûr que il va y avoir forcément des problèmes derrière. Enfin, je sais pas, c'est partout comme ça. J'ai entendu le ministre de la Santé dire on a eu le courage de dire aux Français vous allez pouvoir fêter Noël, alors que d'autres pays ont fait le confinement. Moi, je dis on n'a pas eu le courage de dire aux Français on va peut-être pas faire les fêtes de Noël justement pour préserver nos aînés et pour pouvoir essayer d'éradiquer cette épidémie. Voilà, c'est tout. Et que vous inspirent les ratés actuels sur la vaccination? Est-ce qu'à chaque mauvaise nouvelle, vous vous dites ça va repousser encore de plusieurs mois notre réouverture à nous autres restaurateurs? Écoutez, je suis désabusé, je ne comprends pas qu'on puisse être à ce point hors sol. Il n'y a aucune logique dans la gestion de cette crise. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est la risée du monde entier. Je crois qu'on est le seul pays à avoir si peu de vaccination au jour d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise par rapport à ça? C'est triste, c'est vraiment triste. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres pays comparables à la France où les restaurateurs arrivent quand même à travailler? Je crois à savoir qu'il y a dans certains pays, les bars et les restaurants sont ouverts. Alors, pas partout, hein, bien sûr, mais dans certains pays, oui. De toute façon, la crise, elle est gérée de manière différente en fonction des pays, hein, en fonction de la situation. On sent votre lassitude, hein, Philippe Etchebest, par rapport à votre énergie des débuts. On a l'impression que vous n'y croyez, même vous n'y croyez plus, quoi. Non, j'y crois encore. Attendez, vous savez, j'ai l'habitude de me battre et il faut pas baisser les bras, mais vous comprenez que à force de rabâcher les mêmes choses et d'avoir le sentiment de ne pas être entendu, c'est fatigant. Donc, mais je ne cesserai de me battre déjà pour ma profession et pour les restaurateurs qui aujourd'hui sont en grande difficulté, et on va voir les conséquences
de tout ça. Dès le printemps, hein, ça va arriver, les faillites et les licenciements de masse une fois de plus, que j'ai annoncé depuis plusieurs mois. On va le voir arriver malheureusement plus vite qu'on ne le pense. Merci beaucoup Philippe Etchebest.